Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des troubles qui ont agité la vie politique romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, et plus particulièrement de la conjuration de Catilina, qui a été déjouée grâce au discours très célèbre de Cicéron, les Catilinaires. Commençons tout de suite par rappeler le contexte. La République romaine a été fondée en 509 avant Jésus-Christ, et les 3 siècles suivants sont marqués par une rapide expansion du territoire. Cela accentue les inégalités. En effet, les citoyens romains les plus riches, ceux-là même qui sont représentés au Sénat, s'accaparent les richesses, tandis que la pauvreté augmente. Les Italiques, par exemple, sont assez frustrés car ils n'ont pas la citoyenneté romaine et pourtant ils participent à l'effort de guerre. Les pauvres sont aussi de plus en plus pauvres car nombre d'activités sont désormais assurées par l'esclavage. Plus besoin par exemple de payer des ouvriers agricoles quand les nouvelles conquêtes apportent des milliers et des milliers d'esclaves. Les terres agricoles sont d'ailleurs également réparties de façon très inégale et on parle à cette époque des latifundia, les immenses domaines agricoles des plus riches. Tout cela crée beaucoup de tensions et on a d'ailleurs le premier soulèvement des Italiques qui voudraient obtenir la citoyenneté romaine à Frégel en moins 125. Les esclaves n'attendent pas non plus Spartacus en moins 73 pour se révolter, et on assiste tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ à de nombreuses révoltes, comme par exemple en Étrurie en moins 196, ou alors en Apulie entre 186 et 180. Il y en a également en Sicile entre 135 et 132. À la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ et tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ, on voit 2 courants s'opposer au Sénat. Le courant des réformateurs, dit les populares, et le courant des conservateurs qui s'autoproclament les optimates, c'est-à-dire les meilleurs. Pour rappel, ces 2 courants sont pourtant issus du même moule. Les sénateurs représentent les citoyens les plus riches de Rome. Pourquoi ? Parce que les magistrats dont ils sont issus sont élus par les comites centuriates et ce sont les citoyens les plus riches qui votent en premier. On arrête ensuite les élections dès que la majorité est atteinte, ce qui explique que les citoyens romains les plus pauvres ne votent jamais. Le premier vent de réforme vient des frères Gracques, 2 tribuns de la plèbe. Tout d'abord, c'est Tiberius Gracchus qui, élu en moins 133 tribun de la plèbe, va être l'instigateur d'une première réforme agraire visant à redistribuer les terres. Mais il est assassiné avec 300 de ses partisans l'année suivante, par les optimates, alors qu'il tentait d'être réélu au tribunat de la plèbe une 2e année consécutive, ce qui était pourtant interdit. 10 ans plus tard, c'est son frère Caius Gracchus qui va reprendre la réforme agraire et il va essayer d'aller encore plus loin, notamment en octroyant la citoyenneté romaine aux Italiques qui la réclamaient. Il est alors lui-même menacé par le Sénat, qui vote un senatus consulte pour l'éliminer. Caius Gracchus fuit et meurt. La 2e crise politique est celle qui oppose le réformateur Marius au conservateur Sylla, entre moins 88 et moins 82 avant Jésus-Christ, dans un contexte de forte tension. En effet, en moins 91, les Italiques vont se soulever à nouveau pour tenter d'obtenir la citoyenneté romaine, et ils vont cette fois-ci l'obtenir, même s'ils seront durement réprimés par Sylla. Ce temps de crise culmine en 2 guerres civiles, en moins 88 et en moins 82. En moins 82, c'est la victoire définitive de Sylla qui va faire assassiner les marianistes par une vague de proscriptions. Les proscriptions, ce sont des listes de noms affichés à Rome et qui correspondent aux ennemis publics officiels. On promet à ceux qui assassinent ces personnes une forte récompense. Sylla, devenu dictateur, se débarrasse donc de ses ennemis, puis il est élu consul en 80 et meurt en 78. La situation politique reste instable. En moins 73 avant Jésus-Christ, on assiste à l'insurrection des esclaves menée par Spartacus. Et lorsque Cicéron est élu consul en moins 63, la République romaine est encore assez fragile. Il avait fait campagne contre Catilina, un noble déclassé, un temps chargé de l'administration de l'Afrique romaine et qui avait pour réputation d'avoir pillé la province. Catilina avait d'ailleurs déjà tenté une conjuration en moins 65 pour prendre le pouvoir,
Et en novembre de l'année moins 63, Cicéron est informé d'un nouveau projet de conjuration de la part de Catilina. Le contexte est celui de nouvelles élections pour l'année moins 62. Candidat mais mauvais perdant, Catilina s'apprête à prendre le pouvoir par les armes. Cicéron informe le Sénat de cette conjuration et par Senatus Consulte, il va obtenir les pleins pouvoirs pour gérer la crise. Catilina rassemble donc ses partisans dans la nuit du 6 au 7 novembre. Il fait part à ses partisans, qu'il avait trouvés parmi les vétérans de Sylla, mais aussi parmi la noblesse déclassée. Il leur fait part de son projet d'assassiner Cicéron. Le lendemain, le 7 novembre, Cicéron réchappe à cette tentative d'assassinat. Et le surlendemain, le 8 novembre, Cicéron rassemble les sénateurs dans des circonstances exceptionnelles, non pas sur la Curie, mais sur le champ de Mars. C'est alors qu'il prononce son célèbre discours, la première catilinaire. Traduisons. Alors, quousque tandem abutere Catilina patientia nostra. C'est archi célèbre. Quousque tandem, jusqu'à quand, enfin, Catilina, abutere, donc qui a pour variante abuteris, c'est de l'indicatif futur à la deuxième personne du singulier. Abuseras-tu, patientia nostra, de notre patience? Quam diu etiam furor istetus nos eludet? Quam diu etiam, combien de temps encore? Furor istetus, cette fureur tienne, donc ta fureur. Nos eludet, se jouera-t-elle de nous? Quem ad finem cesse frenata iactabit audacia? Quem ad finem, jusqu'à quelle limite, jusqu'à quelle fin, jusqu'où? Audacia frenata, ton audace est freinée. Cesse iactabit, s'emportera-t-elle? Nihil ne te nocturnum praesidium palati, nihil urbis vigilae. Alors là, on a une très longue phrase avec une énumération de nominatifs qui correspondent au sujet du verbe moverunt qu'on trouve à la fin. C'est parti. Donc, est-ce qu'en rien, nihil ne nocturnum praesidium, la garde nocturne palati du mont Palatin, ni l'urbis vigilae, est-ce qu'en rien les postes, les vigiles de la ville, est-ce qu'en rien timor populi, la crainte du peuple, est-ce qu'en rien concursus bonorum omnium, est-ce qu'en rien le concours de tous les bons citoyens, nihil hic munitissimus abendi senatus locus, est-ce qu'en rien le lieu très sûr, munitissimus du Sénat devant être tenu, qui doit se tenir, est-ce qu'en rien enfin aura voltusque aurum, donc là on a deux synonymes, est-ce qu'en rien les visages et les aspects de ceux-ci, donc des sénateurs qu'il désigne, aurum de ceux-ci, ne t'ont pas ému, te moverunt, le te on le reprend du début, ni n'était nocturnum, est-ce qu'en rien tout cela ne t'a pas ému? Patere toi concilia non sentis, donc là on a une proposition infinitive, ne sens-tu pas que tes projets sont à découvert? Constrictam iam aurum omnium scantia teneri conjurationem tuam non vides, ne vois-tu pas? Conjurationem teneri iam constrictam, que ta conjuration est tenue déjà enchaînée, scantia par la connaissance, aurum omnium, de tout ceci, donc de tous ces gens qu'il désigne du doigt, les sénateurs. Continuons, quid proxima, quid superiore nocte egeris, donc ce que tu as fait proxima la nuit dernière, ce que tu as fait superiore nocte la nuit d'avant, ubi fueris, où tu as été, quos convocaveris, qui tu as convoqué, quid concilii queperis, quelle décision tu as prise, quem nostrum ignorare arbitraris, donc lequel d'entre nous, quem nostrum, penses-tu l'ignorer? Ô tempora, ô mores, ô temps, ô mœurs, archi connu, senatus haec intelligit, le Sénat connaît ses faits, haec reprend ses faits, ces choses-là, consul videt, le consul les voit, hic tamen vivit, et pourtant, cet homme vit. Vivit, immo vero etiam in senatum venit, il vit, mais bien plus encore, il vient dans le Sénat.
Fit publici concilii particeps, il participe, il se fait participant à la délibération publique. Notat et designat oculis, il note et il désigne de ses yeux. Ad caedem unuquemque nostrum, chacun de nous, en vue du meurtre, pour le meurtre, pour nous assassiner en fait. Nos autem viri fortes satisfacere republicae videmur. Alors, donc, autem, c'est un petit mot qui veut dire certes, nos viri fortes, nous, hommes courageux, videmur, nous sommes vus, satisfacere rei publicae, satisfaire à la République, si istius furorem actela vitemus, donc si vitemus, si nous échappons, si nous évitons, furorem actela, la fureur et les traits, istius de celui-ci. Ad mortem te Catilina, duci iussu consulis iam pridem portebat, au portebat il fallait, il était opportun, iam pridem depuis longtemps, ad mortem te duci, que toi tu sois conduit à mort, Catilina, iussu consulis, sous l'ordre du consul. Alors, in te conferi pestamistam, quam tu inna somnes iam diu machinaris. Donc là, on peut reprendre au portebat, donc il fallait. Alors, il fallait pestamistam, que cette maladie, que cette peste, cette ruine, et là on a la proposition subordonnée relative qui vient la définir, quam tu inna somnes iam diu machinaris, que contre nous tu avais longtemps tramé, fomenté, préparé. Donc il fallait que cette peste que tu avais préparée contre nous, in te conferi, soit portée contre toi. On le voit, Cicéron manquait de preuves pour dénoncer Catilina. Son discours repose en grande partie sur le bluff. Mais la grande force oratoire de Cicéron va lui permettre de triompher de son adversaire. La plus grande preuve de culpabilité, c'est Catilina lui-même qui l'a fournie après ce discours en prenant la fuite en Étrurie. Le lendemain, Cicéron va prononcer sa deuxième catilinaire sur les rostres, annonçant au peuple que les partisans de Catilina seront châtiés. Le 3 décembre, il prononce sa troisième catilinaire qui annonce au peuple que les partisans de Catilina ont été arrêtés. Et enfin, le 5 décembre, sa dernière catilinaire annonce le châtiment des coupables, la peine de mort pour les partisans de Catilina. Quant à Catilina lui-même, il va trouver la mort lors d'une ultime bataille à Pistorium en -62. Alors Cicéron a-t-il vraiment, comme il l'a prétendu, sauvé la République romaine ? Pour cette fois-ci, oui, mais la République vit ses derniers sursauts. 3 ans après s'établit le premier triumvirat entre un optimate, Pompée, et 2 populares, Crassus et un certain Jules César. Vous connaissez la suite, la République romaine vit ses derniers instants. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.